Hello Iris. Ho 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 Salomé. Populars rock. Ok. Vous êtes de plus en plus nombreuses à nous suivre et pour ça, on voulait vous remercier. On est à plus de 300 heures d'écoute, mais peut-être qu'au moment de la diffusion de ce podcast, ce sera 6 ans. Dans tous les cas, c'est plus que n'importe quel petit ami ou petite amie d'Iris. Oh, waouh! Ça fait beaucoup et c'est un peu comme un cadeau de Noël pour nous. Ah, comment introduire? On est le 10 décembre et Noël, c'est dans 2 semaines. Et pour ça, on a décidé de vous faire une petite surprise. On quitte Sex and the City, on revient à la rentrée 2026. Et là, on vous fait un film très spécial de Noël qu'on adore, qui s'appelle The Holiday. Quand est-ce que tu as vu The Holiday pour la première fois, Salomé? En fait, je l'ai vu assez tard. Je crois que je l'ai vu quand j'avais 20 ans. Et en fait, c'est fou à quel point ce film est bien. Je pensais que c'était comme tous les films cultes, en mode genre à voir. Et en fait, comme tous les films cultes, c'est à voir et c'est trop bien. Ouais, c'est un film que j'adore. Que j'ai adoré d'abord par pur narcissisme. C'était un DVD que j'avais chez moi et que je voulais regarder tout le temps parce que un des personnages principaux, joué par Kate Winslet, s'appelle Iris, comme moi. Et bref, ça m'a rendu dingue. J'avais l'impression que c'était moi. Et du coup, voilà. Donc, vous avez sûrement déjà vu The Holiday, mais si vous ne l'avez pas vu, on va quand même vous faire un petit résumé. Donc, The Holiday, c'est un film qui a été fait par Nancy Meyer, une scénariste de rom-com, qui a notamment fait À nous quatre. J'adore. Et qui a fait aussi Ce que veulent les femmes. Ouais, j'adore aussi. Qui est exceptionnel. Par ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le aussi. Et donc, c'est un film qui a été plutôt bien reçu. Aujourd'hui, on peut appeler ça un film culte. C'est un film qui se passe, on va le voir, entre les États-Unis et l'Angleterre, dans lequel jouent Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet et Jack Black. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est exactement ça, c'est Jack Black. C'est un film qui est assez connu aussi pour sa musique, parce que toute la musique a été composée par Hans Zimmer. Trop frais. Est-ce que tu peux nous faire le plot là en 1 minute? Ok, en 1 minute, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Alors, du point de vue de l'Angleterre, on est avec Iris, qui est une femme qui a à peu près la trentaine, voire un peu plus, qui est une écrivaine pour un journal. Elle écrit la section des mariages et elle est folle amoureuse de son ex-petite amie, qui l'a d'ailleurs trompée, et ils partagent le même lieu de travail. Bref, c'est la race rat. Elle est à cette soirée de Noël, encore folle amoureuse de lui. D'ailleurs, elle lui offre un cadeau de Noël alors qu'il n'en a même pas un pour elle. Et ils annoncent publiquement qu'il va se marier. Donc bref, elle est en train de pleurer, voilà. Elle rentre chez elle, elle se dit, une chose est sûre, faut que je me casse. On va aux États-Unis. Aux États-Unis, Amanda est une productrice et réalisatrice de bande-annonce. Et elle apprend que son petit ami avec qui elle vit, avec qui elle n'est pas mariée heureusement, l'a trompée. Et elle le vire simplement de chez elle. De toute façon, ça se passe pas très bien entre eux. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de sentiments. Il y a un point de vue assez important chez Amanda, c'est qu'elle n'arrive pas à pleurer. Elle n'y arrive pas. Elle a l'impression qu'elle est bloquée depuis le début et que ça marche pas. Bref, elle se rend compte qu'elle n'a pas pris de vacances depuis des lustres et elle se rend compte d'un truc, il faut qu'elle se barre. Donc en cherchant un endroit où aller, elle trouve ce petit cottage à Londres, pas Londres, à côté de Londres, dans la campagne de Londres. Cottage d'Iris. C'est le cottage d'Iris et elle lui propose de faire un home exchange. Oui, en fait, elles vont sur internet, elles tombent sur un site d'échange de maisons, elles s'écrivent toutes les deux. T'inquiète, je suis pas une psychopathe, je suis pas désespérée, et elles échangent de maisons. Et donc on va suivre l'aventure d'Iris, cœur brisé, qui a absolument besoin de vivre une vie de rêve et un film de rêve, et c'est ce qui va lui arriver à Los Angeles, et de Amanda qui a besoin de vivre sa English romance, et c'est ce qui va se passer. On n'a pas mentionné que Jude Law était hot as fuck. Jude Law est indécent dans ce film, il faut vraiment le savoir, c'est la quintessence de Jude Law, c'est le moment où il est le plus indécent vraiment, mais t'es là en mode tu mets pause, tu peux l'afficher chez toi, c'est un sublime tableau. Ce mec est sublime, ça fait phaser. En fait, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de regarder le film. Ouais, vraiment. Voilà. Et donc on a deux parcours un peu différents. Et en fait, on va commencer pour vous le raconter parce que on a mis du temps à savoir comment on allait vous le raconter. On va commencer par l'histoire de Cameron Diaz, donc Amanda, qui va de Los Angeles à l'Angleterre. Et ensuite, on va raconter l'histoire d'Iris. Donc, Cameron Diaz, comme tu l'as dit, elle a une entreprise de production de bandes-annonces. C'est assez drôle d'ailleurs, à un moment quand elle est chez elle, on voit qu'en fait, dans les bandes-annonces, il y a Lindsay Lohan qui du coup doit connaître Nancy Meyer et tout, donc voilà. Et donc en fait, on a cette Cameron Diaz, comment vous la décrire? C'est une femme qui
Et vraiment, on sent qu'elle a jamais quitté son Los Angeles. Elle est hyper successful, elle est vraiment à fond, elle sait jamais s'arrêter et en fait elle a besoin de faire un break. Et elle arrive donc dans ce cottage en Angleterre, elle est jamais là en Angleterre et tout. Et là, elle prend un bain, elle se retrouve à genre faire des trucs, elle est en mode mais c'est génial, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et là elle se met dans son bain et là elle est en mode mais qu'est-ce que je fous là? En fait elle est en mode j'ai pété une durite, pourquoi j'ai échangé ma maison? Il faut absolument que je retourne à LA. Et donc elle va même booker son avion pour retourner à LA. Et quand elle est dans son bain, on découvre un de ses traits de personnalité qui est très drôle. C'est qu'en fait, comme elle produit des bandes annonces, elle se fait la bande annonce de sa vie dans sa tête. Et c'est tellement drôle. En fait, à chaque fois qu'elle va prendre une bonne ou une mauvaise décision, elle ferme un peu les yeux et genre, elle a tellement son taf dans la tête, elle est tellement workaholic qu'elle se fait. Et donc, t'as en mode... elle était ici, dans son cottage, elle ne connaissait personne, c'était une femme complètement désespérée, etc., avec une voix off. Franchement, ça me tue. Et ça m'a grave fait penser, et c'est pour ça que c'est trop marrant, ça, à quel point, nous, dans la vie, on se fait pas tout le temps des scénarios catastrophes comme ça. Mais tout le temps des bandes annonces. Je comprends grave quand elle fait des trucs comme ça parce que t'es là et tu te dis c'est pas parce que je l'imagine en plus que ça ne va pas arriver. Moi je me fais tout le temps des trucs en mode genre ceci est Salomé, elle a voulu réussir et pourtant elle a vraiment raté. Non, ce n'est pas parce qu'elle a voulu réussir qu'elle va réussir. Elle va vraiment rater. Et t'es vraiment en mode, oh putain, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive pas? Et tu comprends vraiment ce truc où elle s'invente toujours des trucs, elle est toujours... D'ailleurs, en plus, c'est marrant parce que cette voix off de This is Amanda, en fait, c'est une trend qui a été grave reprise cette année sur les réseaux, t'as vu? Si, je me souviens. Mais oui, c'est ça. En fait, déjà, c'est trop marrant, genre, comment une super bonne illustration, je trouve, de la petite voix qu'il y a dans ta tête et qui vient, en effet, te hanter et en fait, qui vient, en fait, parfois t'empêcher de faire des choses, tu vois. Et en fait, c'est parce qu'elle est dans ce bain et qu'elle entend cette bande-annonce qu'elle va décider de retourner à Los Angeles, qu'elle fera pas finalement. Mais je pense que c'est vraiment un truc où, les filles, si vous avez des bandes annonces dans votre tête comme ça et que vous êtes tout le temps en scénario catastrophe, par exemple, je sais pas, quelqu'un te répond pas, ton mec te répond pas, et t'es en mode, en fait, il me répond pas, et tu vois, t'es en train d'imaginer le truc et tout, mais refaites la bande annonce dans le bon sens, faites-le en mode manifestation, enfin, ou alors faites-vous la bande annonce de votre propre vie, enfin, de votre propre truc en mode positif. Faites-vous des bêtes de bande annonce comme si vous vouliez être genre la meilleure rom-com, tu vois. Bah ouais, mais je comprends grave, mais d'un autre côté, c'est un peu un truc superstitieux qu'on a en fait de se faire tous ces scénarios, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, c'est pas non plus que quelque chose de négatif dans ma tête, c'est que t'as l'impression que si tu le dis, ça va pas se passer parce que c'est trop horrible, parce que tu te l'es dit. Par exemple, c'est comme les gens qui ont trop peur de l'avion, ils se disent bah non, comme j'ai peur, bah je vais pas mourir en avion. Ce serait quand même, moi j'ai très peur de l'avion, donc c'est pour ça. Tu dis, ce serait quand même dégueulasse que la vie fasse ça, tu vois. Non mais tu vois, c'est vraiment ça. Bah oui, mais moi c'est l'inverse. Moi j'ai l'impression que ça va vraiment se passer. D'ailleurs, ce que je fais, c'est que genre quand je commence par exemple à avoir un flip dans l'avion, meuf, je fais un mot dans mes notes où j'écris genre papa, maman, je vous aime, etc. Arrête! Genre en mode, je fais des scénarios bande annonce, mais pas forcément que dans l'avion. Genre par exemple, j'ai habité au Japon et à un moment, il y a eu genre un tremblement de terre et genre premier réflexe, prendre mon téléphone et genre en mode écrire des trucs dans mes notes. Et d'ailleurs, ok, c'est quoi la bande annonce que tu fais tout le temps dans ta tête? Un truc que tu imagines tout le temps? C'est toujours le worst ou le meilleur. Donc, dans le worst, je m'imagine vraiment moi en mode genre à 50 ans, aller toquer chez mes frères et sœurs en mode genre, est-ce que je peux dormir chez vous? Je suis à la rue, j'ai tout essayé. Et à chaque fois, j'imagine du coup mon beau-frère, le pauvre, parce que mes sœurs, bien évidemment, elles m'accueillent et mon beau-frère essaie de m'apporter une soupe sur un canapé et tout. Donc ça, c'est une bonne annonce que genre, je m'imagine tout le temps. Mes beaux-frères, si vous voyez ça, préparez-vous. Et sinon, je sais pas, les bandes annonces sympas, j'imagine genre un truc en mode successful et toujours mon mariage. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Genre, je sais pas. Ça m'étonne pas du tout que toi t'imagines ton... Genre, je sais pas. Ah non, j'avoue. J'imagine tout le temps au mariage en mode ok, les portes s'ouvrent, j'arrive, bonne annonce, en mode genre oh my god. J'imagine ça, voilà, c'est comme ça. Moi j'ai un truc où genre par exemple, tu vois, si genre je menace presque de me faire je sais pas, renverser par un vélo dans la rue par exemple, tout d'un coup j'imagine mon enterrement. Et là je suis en mode qui viendra? Et je suis en mode il faut que je dise à mes copines genre qui il faut qu'elles invitent, tu vois. Je me dis putain, j'aurais trop le seum qu'elles se disent non vas-y on n'invite pas son ex parce que c'était trop genre une bolosse. Et en vrai genre j'aimerais trop qu'elle soit là, tu vois. Mais non mais meuf, c'est voilà, ça qui est trop... inviter tous mes ex, j'ai envie qu'ils pleurent ensemble. Mais meuf, c'est ça qui est trop sympa avec les enterrements, c'est qu'il n'y a pas d'invite. C'est pas un mariage. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Viens qui veut. Viens qui veut. Venez tous, pleurez-moi, parlez de moi.
En bien. Non, mais... Et genre, franchement, la bande-annonce de mon enterrement, elle est trop bien. Enfin, Ah ouais, vraiment, j'imagine raconte. je sais pas, j'imagine genre en mode les sons qui seraient choisis, genre un peu tout le monde qui pleure, des discours de ouf de mes meilleurs potes et tout. Mais à chaque fois, je me dis, mais en fait, genre juste trop deg de pas pouvoir être là. Meuf, tellement. Parfois, moi, j'ai tellement la FOMO de mon enterrement. Bref, on va Oui. passer à un autre Ouais, sujet. il faut qu'on passe à un autre sujet parce que elle finit par finalement renoncer à ce scénario catastrophe parce que il se passe un événement assez impromptu. Elle est un soir chez elle, donc non, elle est le premier soir dans ce cottage anglais. Iris. Amanda est le premier soir dans ce cottage anglais. Et quelqu'un toque à la porte. C'est Graham, le frère d'Iris, qui vient complètement bourré chez elle et apparemment qui a l'habitude de dormir sur son canapé. Ils se rencontrent, le mec est officiellement le plus beau mec du monde. Et donc elle, très rapidement, elle est là, c'est très drôle, elle essaie de remettre ses vêtements et tout, elle est là en pyjama. Et en fait, assez rapidement, il parle et elle dit comme on va jamais se revoir et que moi je viens de me séparer de mon mec, je sais pas quoi et tout, viens, on couche ensemble. Et ils couchent ensemble, ça se passe super bien. Tu comprends en fait que la meuf en plus elle est hyper mal dans sa peau parce qu'on lui a toujours, enfin son ex lui a dit qu'elle était très mauvaise au lit. Et en fait, voilà, il y a ce truc le lendemain où il lui dit, ça se voit que c'est un peu un mec qui a plein d'histoires d'amour et il dit je suis pas du genre à te rappeler, t'inquiète pas, enfin, trompe pas sur moi. Je suis pas du genre à faire ci, à faire ça. Et en fait, c'est d'ailleurs, Graham, c'est le mec parfait dans The Holiday, mais moi, c'est ce point-là où je trouve que c'est un peu un bolos, je suis désolée. Un peu, voilà. C'est qu'il est en Je mode, suis d'accord. ne m'appelle pas, et je sais pas quoi, je suis désolée, voilà, vraiment, tu peux pas attendre quelque chose de plus de moi, c'est comme ça et tout. Et elle est en Cette mode, scène, genre... elle est méga gênante, je trouve. Et elle est en mode, genre, ah, mais chérie, moi non plus, vraiment. Ciao. Et là, ça l'intéresse. Ouais. Là, ça l'intéresse. D'ailleurs, moi, il y a un autre débat que je voudrais amener sur, en fait, Amanda en général. C'est que, comme on a dit tout à l'heure, c'est une fille qui n'arrive pas à pleurer. Et qu'elle est face à, d'ailleurs, elle le dit à Graham très rapidement, voilà, moi, j'ai pas pleuré depuis mes 15 ans, depuis la séparation de mes parents. Et lui, il dit, moi, je pleure tout le temps, je pleure dans les films, je sais pas quoi et tout. Et du coup, c'est marrant, ils ont un peu essayé de créer, d'inverser les genres dans le scénario avec elle, qui est une meuf qui est méga successful, méga workaholic, qui pleure pas et tout. Et lui, qui est là en mode, genre, je pleure, je suis sensible et tout, à part ce point-là où il est un peu en mode fuckboy. Sinon, il est en mode sensible. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux femmes? Est-ce que ça veut dire, en fait, que Amanda, qui est la meuf de Los Angeles, les palmiers, je sais pas quoi et tout, la movie industry et tout, et en fait ne pleure pas, ça veut dire quoi? Qu'elle est bloquée? Ça veut dire quoi? Qu'avant, elle était pas en fait vraiment amoureuse avant Graham? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est juste un truc de représentation, qu'en fait, il y a plein de femmes qui pleurent pas et qui sont bloquées, qui ont ce type de caractère, mais qu'elles n'avaient pas forcément été représentées dans les comédies romantiques avant, et je trouve que ça fait du bien. Pour le coup, il y a Kate Winslet qui est une grosse pleurnicheuse, Ouais. mais elle, en fait, j'ai beaucoup d'amis qui en fait cachent leurs émotions et qui n'arrivent pas à les exprimer. Et je pense qu'il y a un peu un truc où aussi les femmes carriéristes comme elle, et je pense que c'est ça qu'ils ont voulu montrer, pour se faire leur place, elles ont dû énormément ravaler et cacher leurs émotions. Alors après, on apprend que en fait, elle n'a pas réussi à pleurer depuis le dernier jour où elle a pleuré, où en fait on lui a dit, je sais plus, un de ses parents lui a dit que voilà. Et en fait, elle s'est dit, mais en fait, je peux pas m'apitoyer sur mon sort, faut que je sois une femme forte, et il faut pas que je pleure. Et je pense que ça arrive à pas mal de personnes, tu vois, de bloquer les émotions comme ça. Et c'est assez beau parce que du coup, on va suivre le chemin de cette femme qui n'est pas du tout prête à lâcher. En fait, elle est pas prête à lâcher, mais elle a envie de lâcher parce qu'elle fait quand même ce move crazy de genre aller dans ce cottage anglais, donc seule. Et en plus, elle a envie de pleurer, elle a envie de lâcher. Ah oui, à ça, chaque fois, c'est trop drôle. c'est très marrant parce qu'en fait, elle a pas pleuré et elle se dit, mais c'est ça qui cloche chez moi en fait. Elle pense qu'elle a un problème. C'est le seul truc à cocher chez moi. En fait, il faut que je pleure. Ça irait mieux si je pleure. Et d'ailleurs, même nous, en tant que spectateurs, on est en mode genre, oui, pleure, ça va vraiment aller mieux. Et du coup, à chaque fois, elle est en mode genre, et elle voit qu'il y a pas de larmes qui coulent. Elle est en mode genre, putain, mais pleure, putain, mais merde, qu'est-ce qui se passe et tout. Ça marche pas et tout. Et genre, tu vois qu'elle a vraiment envie de le faire jusqu'à son histoire avec Graham, où en fait, c'est ça qui va la réveiller et qui va la faire lâcher prise. C'est ça. Et ce qui est mignon, d'ailleurs, c'est que ses premières larmes sont des larmes de joie. Ouais. Et ça, c'est beau. Enfin, en fait, c'est juste... je pense que c'est un personnage hyper intéressant parce que en fait, elle ressent pas rien. Juste, tu vois, elle est prête à vivre. Elle s'ouvre à ce mec et tout. Mais en fait, elle était dans un truc très... peut-être un peu, justement, ouais, c'est intéressant, t'as raison, superficiel, de LA, de l'industrie du cinéma, etc.
Et donc en fait elle s'ouvre à cet anglais sensible, etc. J'adore les comédies romantiques anglaises, genre vraiment c'est trop Jane Austen, enfin bref. Et bref, et ouais, elle finit par avoir des larmes de joie et à juste ressentir quelque chose de vrai. Et c'est très beau. C'est trop joli. Et en plus, c'est ça qui est trop marrant. C'est que, en effet, c'est la meuf un peu en mode. Bref, working girl, je sais pas quoi et tout. Elle est là en mode, en fait, les mecs, voilà, il faut en avoir un. On dirait un peu qu'elle est comme ça, limite, avant de rencontrer Graham. Et en fait, elle se retrouve un moment à aller chez Graham, qui lui a 2 filles et c'est un veuf. Et là, elle se retrouve à, par exemple, s'allonger. Il y a une scène où, en fait, elle rentre dans une espèce de cabane que les filles de Graham ont construite. Et elle est allongée avec elle. Et en fait, les filles de Graham lui disent, bah, si tu veux, tu peux rester dormir ici. Et d'un coup, elle va se retrouver dans une position limite maternelle, en fait, et familiale, qu'on n'imaginait pas du tout que ce personnage aurait pu vouloir. En fait, c'est ça qui est assez marrant. Ouais, c'est ça. En fait, on se rend compte que c'était quelqu'un de très pudique à ce moment-là, parce qu'elle s'ouvre au premier date avec Graham sur son histoire familiale, et tu sens qu'elle l'a pas raconté à grand monde et qu'elle le fait juste parce qu'elle est au bout du monde et qu'elle va potentiellement jamais le revoir. Et là, en fait, il y a un truc qui est trop mignon, c'est qu'elle lui raconte qu'avec ses parents, ils étaient les 3 mousquetaires, et il se rend compte, et lui, il dit à ses filles, on est les 3 mousquetaires. Et là, j'avais jamais cramé. Mais, c'est trop j'avais pas fait mignon. le lien, en bête que je suis, j'adore. Et c'est pour ça, du coup, qu'elle se met dans un truc, tout d'un coup, elle relâche, en fait. Elle relâche un truc qu'elle avait gardé pour elle, qui est trop mignon. Mais d'ailleurs, avant de faire le lien avec Iris, est-ce que tu penses que parfois, en fait, il faut être à l'autre bout du monde et prendre la peau de quelqu'un d'autre, prendre la maison de quelqu'un d'autre pour se réinventer et faire un nouveau départ? Ou alors est-ce que tu penses, même le contraire, que être à l'autre bout du monde te fait te réinventer, en fait, juste? Grave. Bah, je pense que, je sais pas, je pense que les personnes qui ont voyagé auront ce sentiment. Mais je sais pas si vous voyez comment, quand on voyage, même si on part une semaine, tout d'un coup, on est là, on a plein d'idées de projets, c'est hyper transformateur. En fait, tu vois des nouvelles choses et des belles choses. Déjà, tu questionnes ta vie et ton quotidien, et t'es vraiment en mode, mais pourquoi j'ai pas cette vie-là si t'es genre au soleil et tout. Et en plus, c'est vraiment des moments où genre en mode, t'es rempli d'idées. Et je pense que c'est un peu comme les amours, on a cette expression, les amours de vacances qui sont souvent les premiers. C'est parce que c'est des endroits où en fait, tout d'un coup, t'es tellement dénoué du rythme du quotidien que c'est le meilleur endroit pour se C'est ça, en fait, tu sors. C'est ça qui fait du bien, en fait. Et d'ailleurs, que je conseille à toutes mes copines en chagrin d'amour, mes copains aussi, pardon, c'est sortir de sa zone de confort. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de sortir de sa zone de confort pour aller prendre un peu d'air frais. Pas que même si tu peux pas partir, en fait, de l'endroit où t'es, avoir un nouvel ami, c'est ce qu'on disait dans les épisodes d'avant. Mais en fait, le voyage t'oblige à ça, parce que t'es là, t'as pas ta maison, t'as pas ton quotidien, et là t'es en mode genre, ok, je vais rencontrer des gens, je vais faire des choses avec des gens que j'ai pas l'habitude de faire. Par exemple, quand t'es en voyage, tu vas te mettre à envoyer un message à quelqu'un que tu connais à peine en mode, hello, moi aussi je suis dans cette ville, haha, marrant, viens, on va prendre un verre. Alors qu'à Paris, tu vas jamais le faire. Mais oui, grave, à Paris ou n'importe où t'habites. En fait, tu te découvres et ça permet de découvrir l'autre et un autre pays, mais aussi toi-même, une partie de toi, et c'est ça qui est trop rassurant. D'ailleurs, cette rencontre impromptue, il y en a une. Peut-être qu'on peut commencer à parler d'Iris. Ouais, c'est ça, j'allais passer exactement ça. Vas-y, raconte-nous. Alors, Iris, de son côté, est à l'autre bout de la Terre, est à Los Angeles, au soleil. Et donc, elle passe ses 2 premiers jours à juste surkiffer la maison de Amanda, qui est genre vraiment la baraque de malade avec piscine, salle de sport de malade et tout. Volet automatique, musique à fond. C'est ça, vraiment. La sonneuse qui fonctionne. Elle kiffe trop, elle ferme les volets et elle s'endort pendant 2 jours, elle kiffe. Puis après, elle commence à un peu, voilà, faire sa life. Et à un moment, quand elle est en voiture, elle voit un vieil homme qui a l'air un peu perdu, et elle sait que c'est son voisin, et elle lui dit, excusez-moi, est-ce que vous savez où vous allez? Il dit, bah je vais chez moi. Elle fait, bah oui, mais vous savez où c'est? Moi je sais que oui. Il fait, bah ok, bah au moins ça fait une personne. Donc elle le ramène chez lui, et en fait ils commencent à discuter. Elle se rend compte que ce mec était un pionnier du cinéma à Hollywood, des années Hollywood, donc un énorme scénariste, et ça devient son ami, ça devient son premier ami. D'ailleurs, c'est trop mignon. Elle dit, moi je connais personne ici, je suis venue ici parce que je suis en chagrin d'amour, et lui il invite tous ses potes du cinéma, ils organisent
organisent un Hanouka, c'est trop marrant et tout. Et d'ailleurs, quand ils sont en train de dîner, donc le mec, il lui apprend plein de trucs de malade sur le cinéma. Genre, en fait, c'était vraiment quelqu'un. À un moment, d'ailleurs, il lui dit ah, mais Cary Grant, il vient de là où tu viens. Et elle dit ah, bah, comment vous savez? Il dit bah, il me l'a dit. Et là, elle est vraiment en mode genre. Ouais. Oui, c'est marrant parce que en fait, à la fois, d'ailleurs, j'avais peur qu'elle soit un peu trop en mode starfucker, genre un peu trop impressionnée par lui, mais en fait, c'est pas du tout. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre waouh, la femme de LA. Et en fait, c'est trop mignon comme elle l'appréhende. Je trouve que genre en mode, elle trouve ça impressionnant. Elle s'en cache pas. Elle fait pas genre devant lui qu'elle a tout vu, tout connu. Mais finalement, la nature de leur relation, leur lien, il va pas du tout être un lien d'opportuniste ça, qui doit beaucoup arriver à LA. C'est ça, de malade. Et je pense que lui, en plus, il voit complètement cette innocence chez elle dès le début. Et du coup, c'est ça qui font qu'ils ont une amitié de malade. Et d'ailleurs, à un moment, il dit cette phrase qui est magnifique. Ils ont un moment de dîner qui est trop beau. Ils sont au restaurant, ils vont dîner. Elle dit, bah, parce que là, quand elle le ramène chez lui, il fait, mais tu fais quoi ce soir? Vas-y, viens, on dîne ensemble. Il lui dit, elle lui raconte toute son histoire d'amour. Et là, il lui dit, tu sais, dans les scénarios, en général, il y a le main caractère, le leading role, et il y a the best friend. Et dit, et toi, tu te comportes comme la meilleure amie alors que t'es un leading role. Et en fait, c'est un truc de malade, parce que déjà, c'est un comportement que beaucoup de gens vont avoir. Et aussi, nous, spectateurs, là... Perso, moi j'ai vu un shift parce que en fait t'as ce personnage alors qu'elle est successful, qu'elle écrit pour The Daily Telegraph et tout, qui est un peu plus renfermée, qui est un peu plus misérable, triste. un peu. Elle est misérable par rapport à Amanda et en fait tu la vois et tu te dis, t'as l'impression qu'elle est moins belle, qu'elle est moins sexy, qu'elle est moins assurée et en fait là tu regardes et tu fais mais en fait c'est Kate Winslet, je suis un énorme malade en fait. Ce mec c'est pas du tout un second caractère, c'est pas du tout la moins bien lotie des deux quoi, c'est vraiment un truc de ouf. Et qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que t'as l'impression qu'en fait il y a beaucoup de moments où en fait on se met que c'est juste une question de se voir dans un film et que c'est comme ça que tu vas réussir à te comporter dans la vie? Oui, je pense que dans la vie il y a certaines personnes qui en fait se répétissent. Ils ont peur de prendre de la place. Aussi dans des moments de grande vulnérabilité comme elle qui est en rupture. Mais d'ailleurs, elle est en rupture parce qu'elle était avec un mec qui faisait que la rapetisser. Et en fait, ce voyage l'aide à trouver un peu cette lumière intérieure, tu vois, et ensuite à briller, mais parce que elle avait peut-être besoin de voir dans le regard de quelqu'un qu'elle respecte, parce qu'elle le respecte, que en fait, elle mérite d'être, qu'elle mérite d'exister. Et en fait, elle avait perdu un peu toute son estime d'elle, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Bah non, mais je suis grave d'accord. Je trouve que c'est un truc... Déjà, c'est l'histoire d'amour, c'est l'emprise. Ça parle beaucoup d'emprise. En fait, elle était sous emprise de ce mec. D'ailleurs, il lui envoie un message parce qu'il voit d'ailleurs quand ils annoncent les fiançailles au début du film qu'elle pleure. Il lui envoie un message en mode j'ai appris que tu partais en voyage. Putain, ça fait pour la première fois depuis des années, enfin depuis toujours même que tu pars en voyage seule. Tu comprends en fait à quel point elle était sous emprise. Elle avait jamais pris de vacances, la meuf. Elle aussi. Il dit comment je peux te joindre et elle lui dit s'il te plaît, est-ce que tu pourrais avoir la décence. Enfin, tu sais toi comme moi que il faut que je t'oublie là, que genre il faut que je fall out d'amour pour toi. Et comment je peux te joindre? Elle est en mode genre j'en supplie, laisse-moi en fait le temps de ça et n'essaie pas de me joindre. Et le mec essaye de la joindre. Enfin, comme tu dis en fait, il a ici et c'est horrible. Et elle s'est mise en fait dans ce rôle toute seule, comme si elle méritait pas un truc. Et je sais pas, moi je trouve que dans sa relation avec le voisin, pour la première fois, elle se rend utile. Tu sais. Elle l'aide à remarcher pour qu'ils aient créé un événement. Elle est actrice. Voilà, elle est actrice de la vie de quelqu'un d'autre. Elle avait perdu. En fait, je trouve ça trop. En fait, finalement, au début, on est à fond dans l'histoire d'Amanda, mais je trouve que l'histoire d'Iris, elle est trop bien parce que c'est vraiment une illumination. Elle s'illumine. Tout d'un coup, elle ose en fait exister, et je trouve ça trop triste. Qu'il y ait des filles et des femmes parce que même des personnes d'ailleurs comme nous qui sommes plutôt extravertis et qui prenons de la place, je pense que l'une et l'autre on a déjà expérimenté ce truc de tout d'un coup se sentir minuscule ou alors de savoir que dans certains contextes il faut en fait se taire, tu vois. Mais d'ailleurs justement ce que tu décris, je suis grave d'accord, et ce qui se passe dans ce film et qu'on a connu je pense toutes les deux, c'est ce goût merveilleux de te retrouver ta peau et de te rendre compte et de sortir du truc et être là en mode genre
oula, mais j'étais minuscule là, oula, mais vraiment, je me faisais bouffer, et d'être là en mode genre, moi quand je regarde maintenant mes anciennes histoires d'amour qui m'ont tuée à l'époque, et que bon, d'ailleurs je pensais que j'allais jamais en sortir et tout, je suis là en mode genre, putain, mais quel kiff, genre, mais Ouais, waouh, mais c'est génial, mais et revivre. Est-ce que tu as déjà eu une rencontre comme ça avec un inconnu ou quelqu'un qui t'a donné un conseil que tu as vraiment gardé pour toi, qui t'a transformé? J'ai rencontré il y a un an la grande-tante de mon petit ami, qui est une dame qui a 80 ans. Et je sais pas pourquoi, on a eu un espèce de coup de foudre amical. Et j'étais assise à côté d'elle à la table et on s'était pas parlé depuis, je sais pas, le matin, elle était arrivée le matin. On s'était pas parlé et je sais pas, un moment elle m'a parlé, je me suis tournée, j'ai eu comme une illumination. Et en fait, cette femme, du coup, on s'est adoré. Je suis partie en week-end chez elle et même on se voit parfois toutes les deux et tout. Et en fait, elle me donne toujours des bêtes de conseils par rapport à ma vie. Et Genre quoi, par exemple? je sais pas, c'est archi dur, j'adore. Je sais pas, par exemple, elle m'a envoyé un message il y a une semaine par rapport au renouveau. Et elle était genre, laisse-toi l'autorisation constamment de changer. Laisse-toi tout le temps l'autorisation de changer, de renouveler, de passer des cycles. C'est comme ça que ça se passe et tout. Genre, et même, à chaque fois que je lui parle de quelque chose ou de quelqu'un, en fait, c'est une femme qui était prof de philo et qui adore jouer avec les mots. Et du coup, elle m'explique le mot. Elle fait, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Mais genre, tu vois, Trop bien. c'est trop marrant, quoi. Ouais, trop et toi bien. Une fois, j'étais dîner dans un restaurant et c'était un chef. Enfin, le chef en gros de la cuisine était plutôt vieux et je sais pas, c'était pour un anniversaire, un truc comme ça. Et on était trop contents d'être là et c'était vraiment une petite table et il préparait tout pour nous et tout. Et en fait, au milieu du repas, je suis allée genre fumer une cigarette. Et en revenant, je me suis sentie hyper mal. Comme souvent dans la vie, tu peux te sentir mal parce que je me suis dit, oh, il va croire que j'ai pas aimé son repas. Et tu sais, comme quand tu passes ton temps à te dire, non, mais en fait, cette personne. Donc, je me suis excusée. Comme d'hab, je passe ma vie à m'excuser. Et je lui dis, désolée, en fait, je suis allée fumer une cigarette, mais genre, le repas est délicieux. Et là, il m'a dit, mademoiselle, il n'y a rien de plus sérieux que le plaisir. Ah, j'adore. Je me suis dit, mais oui, mais Iris, genre, va fumer tes clopes ou alors, en fait, sois libre de prendre c'est du plaisir merveilleux. et ne t'en excuse pas. J'ai adoré. C'est un super conseil, j'adore. Ouais. Ça me fait trop kiffer. Raconte-moi un petit peu comment Iris retrouve le goût de la vie et comment est-ce qu'elle se sent revivre. Alors ouais, c'est peut-être le dernier truc qu'on va dire dans cet épisode du film. Donc il y a la rencontre donc avec son voisin vieux, mais aussi la rencontre avec Miles, donc joué par Jack Black. Et c'est cette personne-là qui va l'aider à sortir donc du coup de l'emprise de Jasper. Donc il faut savoir qu'elle a déjà fait le premier pas en lui disant arrête de m'écrire et tout, mais lui continue, insiste, etc. En fait, elle rencontre Miles, une première fois, puis ensuite à ce dîner. Ils sont assez complices, mais tous les deux, lui, il est dans une relation avec une meuf et on se rend compte à un moment dans le film qu'en fait, cette meuf le trompe. Et elle est encore quand même sous l'emprise de l'autre. Donc en fait, c'est deux âmes qui littéralement ne sont pas prêtes à être ensemble parce qu'elles sont encore dans des histoires. Mais du coup, ils deviennent amis, ils deviennent bons amis et c'est très touchant. Tu sais pas trop comment ça va terminer d'ailleurs. Enfin, t'as envie qu'ils se pécho évidemment parce que tu regardes une comédie romantique et que ce serait nul qu'ils se pécho pas. Et en fait, tu sais que ça va se faire parce que tu regardes une comédie romantique, mais bon. Et en fait, il y a un truc où il y a un moment, il se retrouve sur le canapé et elle lui fait un discours qui est méga triste parce que lui lui raconte que en fait c'est très difficile qu'il vit avec sa copine qui a fini par la tromper. Et elle dit mais je vois très bien ce que tu vis en fait. C'est un moment où t'as beau avoir tout fait pour essayer d'aller mieux, ça va pas. Et un jour tu fais justement un beau voyage et ça finit par aller mieux. Et donc ils ont cette soirée où ils se confient l'un à l'autre, ils sont hyper transparents. Et ensuite il y a l'autre bolos, là Jasper qui débarque et elle retombe dedans, genre vraiment ils sont sur le canapé, genre elle est à deux doigts de le pécho et là elle lui dit mais attends mais t'es encore avec ta meuf? Et là il lui dit genre bah oui, et là elle lui dit genre bouge, dégage, etc. Et là elle fonce à une cérémonie, elle rejoint Miles et s'ensuit ce qui doit absolument se suivre. Mais en gros c'est trop mignon parce que je pense qu'il y a un moment où elle a le déclic et c'est encore une fois une question de respect. En gros lui il est compositeur de musique et elle va chez lui, il lui montre son travail. Et en fait, il dit j'ai composé une musique pour toi. Et elle dit ah oui. Et là, il a dit pour la composer, j'ai mis que des notes dans la gamme majeure. Enfin, en gros, j'ai mis que
que des bonnes notes. Oh. Et elle, ça la bouleverse parce que du coup, elle le regarde et elle voit que y a quelqu'un qui considère que elle mérite d'avoir que des bonnes notes. Ouais. Alors que l'autre, il lui envoie un papier pour dédicacer pour faire des retours sur son livre de merde. Où il y a même pas une note justement, C'est qu'une ça. mauvaise note. Et surtout, je trouve que le parallèle qui est hyper important avec ça, c'est que quand ils présentent le personnage de Miles, ils arrêtent pas de dire l'amour est aveugle. Et en fait, tu vois que Miles, par exemple, est avec une meuf qui est beaucoup trop belle pour lui, selon lui. Il arrête pas de redire ça pendant le film, en tout cas de l'insinuer. Elle est amoureuse d'un mec qui est le cliché du connard très beau, très successful et tout, qui fait un peu d'ailleurs penser à Hugh Grant dans Bridget Jones. On en reviendra. Ouais. On y reviendra, pardon, ça ne se dit pas, c'est pas français. Et en fait, elle va tomber amoureuse de Jack Black, Miles, qui n'est pas en fait le cliché du beau mec, qui n'est pas le cliché de ce mec très séducteur. Et en fait, je me rends compte que oui, il y a un truc d'amour est aveugle et qu'en fait, c'est ça la flamme qui va être en elle. Et c'est l'amour en fait qui se mérite aussi, qui est l'amour bien, qui est l'amour bon et qui est l'amour vrai, qui fait vraiment ressortir des jolies choses, quoi. Ouais, exactement. Qui a un amour où en fait, il y a un regard hyper bienveillant et doux et sincère aussi, que tu mets un petit peu de temps à construire, tu vois. Et après, tu me diras, ils mettent pas tant de temps à le construire côté Jude Law. Si, parce qu'ils mettent quand même aussi du temps à se connaître. Mais c'est tout ça, ça se passe en 2 semaines, c'est ça qui est marrant. J'aime bien parce que en vrai, oui, tout ça se passe en 2 semaines. On est quand même dans un film, faut pas oublier. Moi, ce que j'aime bien pour peut-être conclure, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment de règles. Tu vois, ces 2 personnages hyper différents. T'as donc Cameron Diaz, Amanda, qui est cette fille complètement jetée en vrai, qui arrive pas à pleurer, qui est méga speed, qui contre ce qu'on veut dans les comédies romantiques, couche avec le mec le premier soir, on croit que c'est un connard mais en fait c'est un amour, et en fait elle s'ouvre et en fait ils finissent ensemble et c'est trop bien et c'est trop mignon. Et ensuite t'as Iris qui est complètement en vrac et qui juste rencontre des personnes qui la voient telle qu'elle mérite d'être vue, et c'est trop beau. Et de la même manière, Jude Law voit Cameron Diaz de la manière dont elle mérite qu'elle vue, parce qu'il arrive à la percer alors que les autres arrivent à la remplir. Oh là là, les métaphores de fou là. Et voilà, et c'est trop franchement c'est trop feel good, c'est trop bien. Et tu penses que c'est pour, juste les meilleurs Noël et les meilleures ruptures. Pour en finir avec cet épisode, est-ce que tu penses en fait que Noël, c'est une période où on se rend compte vraiment à quel point on peut être seul parfois? De malades. Pourquoi? Parce que c'est une remise à zéro? Parce que c'est les fêtes de fin d'année peut-être plus que Noël? Parce que ouais, les fêtes de fin d'année, il y a un truc en fait il y a une injonction à être heureux, il y a une injonction à devoir passer un bon moment, il y a une injonction à avoir des résolutions, il y a une injonction à avoir passé un bon moment avec sa famille, et en fait en réalité il y a plein de gens qui passent pas un moment très heureux. Pour les personnes qui fêtent Noël, il y a plein de personnes pour qui c'est difficile, bien sûr. Eh bien écoute, vous avez raison, mais en fait avec nous vous allez passer un merveilleux Noël, parce que jusqu'à la fin de cette année on va vous présenter que des épisodes spécial Noël. Essayez de deviner lequel va être celui de la semaine prochaine. Ciao et merci encore, abonnez-vous s'il vous plaît à notre peu importe la plateforme sur laquelle vous regardez. Merci de nous écouter, on vous aime fort, vous êtes nombreux, nombreuses, et merci pour tous vos commentaires, ça nous fait trop plaisir. Ciao. Bisous.